Eh bien, merci à tous les trois. Et nous voilà partis pour une série de questions. Jean-Pierre, t'es tout chaud. Oui, ben je le reste. On va commencer avec toi. Merci d'abord de cette présentation tout à fait didactique et qui nous remet, nous cardiologues, j'allais dire à notre place et à la place qu'on ne doit pas quitter à cet égard. Alors, quelques questions. Euh, Question intéressante. Quelle est ton expérience des dissections chez la femme enceinte? On en a eu quelques-unes. Il est clair qu'une dissection aiguë chez la femme enceinte, la discussion ne se pose pas, on doit opérer. Le pronostic vital de la patiente est engagé, après quoi on a été amené à faire des interventions sous circulation extracorporelle chez les patientes qui avaient une grossesse. Et on a eu des échecs au niveau, bien évidemment, du fœtus, mais on a eu également des succès. Donc, la discussion concernant la chirurgie de l'aorte ascendante ne se pose pas. Le pronostic vital concernant la grossesse vient en second lieu. Ok. Est-ce que, oui, quelle est la place de la flow cardiovascular magnetic resonance dans les dissections, l'IRM de flux? Moi, je pense que dans les dissections aiguës, à la phase aiguë, c'est trop complexe. Je pense qu'il y a des éléments beaucoup plus simples, en particulier l'échocardiographie transthoracique, qui amène le diagnostic dans 98% des cas. Et l'angioscanner, qui est d'accès facile, confirme le diagnostic et permet de préciser ce qu'il en est au niveau de l'arche aortique et de l'aorte thoracique descendante et abdominale. La résonance magnétique, ça, c'est beaucoup plus complexe, c'est d'accès beaucoup plus difficile et ça ne permet pas une surveillance de ces patients telle que la situation clinique l'exige. Donc, c'est plutôt, ça n'est pas recommandé en urgence. Autant par contre, dans le cadre du suivi, ça peut trouver sa place. Ça peut trouver sa place sans aucune réserve. On est bien d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a, tu as souligné la place du traitement endovasculaire des anévrismes de l'aorte descendante, est-ce qu'il y a une place pour le traitement endovasculaire dans les dissections de type A sur l'aorte ascendante? À l'heure actuelle, non. À l'heure actuelle, il faut être très clair, l'endovasculaire n'a pas sa place dans l'aorte ascendante. D'aucuns s'y sont, entre guillemets, aventurés avec une expérience de mauvaise qualité et je pense que ça n'est pas éthique de proposer ça à un patient aujourd'hui. Alors, la dissection de type A, tu nous as bien montré, c'est l'aorte ascendante, mais un certain nombre s'étendent à l'aorte abdominale et par l'aorte thoracique descendante, puis l'aorte abdominale. Tu nous as bien dit qu'elle devait être surveillée. Alors, est-ce que c'est une surveillance armée? On en surveille, nous, on a une expérience de surveillance à l'écho-Doppler. À partir de quel moment tu recommandes d'avoir une position plus active que la surveillance? Alors, donc, la surveillance est faite par échocardiographie pour l'aorte ascendante et pour l'aorte abdominale, puisque l'aorte abdominale. L'écho-Doppler, pas l'échocardiographie pour l'aorte abdominale. L'écho-Doppler abdominal, pardon. Donc, l'écho-Doppler à l'étage abdominal est un très bon moyen de surveillance. L'angioscanner, bien évidemment, associé à la surveillance échographique. Alors, à quel moment? C'est l'évolutivité qui va être, entre guillemets, l'élément parlant. On considère qu'une aorte ascendante qui évolue par an de plus de 5%, c'est une aorte qui est évolutive. Et là, on doit multiplier les examens, et a fortiori, si le diamètre de l'aorte thoracique ou abdominale dépasse les 50 mm ou les 55 mm, il y a une indication de prise en charge thérapeutique. Prise en charge thérapeutique qui souvent maintenant est endovasculaire. Alors, endovasculaire, ça reste très difficile, en particulier pour le segment de l'aorte au niveau du tronc cœliaque, de la mésentérique supérieure et des rénales. Parce que ces artères-là, dans les dissections étendues à ce niveau-là, ne sont pas toujours perfusées par le même chenal. Donc, tu as des artères qui peuvent être perfusées par le faux chenal et des artères qui peuvent être perfusées par le vrai chenal. Donc, si on est amené à mettre une endoprothèse
dans le vrai chenal, puisque c'est là où il faut la mettre, on risque d'exclure des artères à destinée viscérale qui sont perfusées par le faux chenal. Donc, on a développé, avec mon ami Sergueï Malikov, des nouvelles procédures pour aborder l'aorte thoraco-abdominale et en fait, en particulier chez les marfangs, réaliser un remplacement complet de l'aorte thoracique et abdominale, des procédures qui sont longues, très spécifiques, mais qui donnent de bons résultats maintenant. Donc, dans les marfangs, les dissections évolutives au niveau de l'aorte thoracique et abdominale sont plutôt à prendre par une approche chirurgicale que par une approche endovasculaire. L'approche endovasculaire est réservée pour les aortes disséquées qui évoluent à l'étage thoracique, là où il n'y a pas des collatérales dont j'ai parlé. Ok. C'est vrai que nous, on a l'expérience d'un certain nombre de quelques patients qu'on suit depuis des années pour des extensions à l'aorte abdominale et qui, ma foi, quand il y a des portes de réentrée, se portent tout à fait bien et n'ont jamais eu besoin de réintervention. Non, il ne faut pas trop se presser, mais il faut quand même les surveiller parce que c'est que chez les jeunes et chez les marfangs. Ouais. Dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a un traitement médical particulier que tu recommandes? À quel moment? En post-op. En post-op, contrôler l'hypertension artérielle, les bêta-bloquants. Je pense que ce sont les éléments majeurs. Ah, il y a encore plein de questions qui arrivent. Tu vois, l'effet d'entraînement est là. Saïd nous avait prévenu. Hein. Devant un hématome intramural de l'aorte ascendante, quelle est la conduite à tenir? L'hématome intramural de l'aorte ascendante est à assimiler à une dissection aiguë de l'aorte ascendante. Souvent, l'hématome de l'aorte ascendante, je ne parle pas d'ulcération, je parle de l'hématome, c'est le début de la dissection. C'est une dissection qui n'a pas encore évolué, mais qui va évoluer. On a hospitalisé dans le service plusieurs patients avec un hématome de l'aorte ascendante. On l'a surveillé 24-48 heures. On a refait des angioscannaires parce qu'on suspectait le pouvoir évolutif et on a constaté l'apparition de la dissection. Donc, l'hématome de l'aorte ascendante est à assimiler dans sa prise en charge à une dissection aiguë de l'aorte ascendante. Donc, doit être opéré. Qu'est-ce que tu fais d'un flap intimal sur la carotide commune qui persiste après une intervention pour un type A? C'est une question difficile, ça. Alors, d'une part, où le flap ne parle pas du tout sur le plan clinique. Et tu le sais comme moi, ce sont plutôt les antiplaquettaires qu'on utilise. Si le flap parle, il est légitime d'avoir une approche ou endovasculaire ou chirurgicale. Ça dépend de sa localisation et ça dépend de l'extension du flap. Donc, la surveillance des carotides disséquées est un élément très important de la surveillance post-opératoire. Et là encore, vous les cardiologues, vous avez un rôle très important à jouer. On ne les opère pas systématiquement, on les surveille s'il y a le moindre doute et si ça part, bien évidemment, il faut y aller. Nous sommes bien d'accord. Et on s'aperçoit quand les suivants, quand les examinants sont souvent des dissections qui ne s'étendent pas au-delà de la bifurcation, qui vont vers la carotide externe et beaucoup moins souvent vers la carotide interne. Enfin, ce n'est pas une règle absolue. Je suis d'accord. Ce n'est pas une règle absolue. Autre question, et oui, on sera toujours dans le suivi. Quel sport tu utilises, tu recommandes ou tu interdis après une intervention pour dissection? Je pense qu'il faut, bon, ça dépend de l'âge, bien évidemment. Ce qui est très important, c'est bien évidemment, ce sont les à-coups hypertensifs. Donc, je pense qu'il faut faire reprendre des activités sportives avec des haltères tensionnels et s'assurer qu'il n'y ait pas des poussées hypertensives majeures, 25, qui durent. Et ça, je pense que c'est leur faire prendre des risques. Le faux chenal à l'étage thoracique ou abdominal. Je veux revenir, mais ça c'est une question
qui m'appartient au fond. Quand on, face à un patient qui a un Marfan, qui a une dilatation de l'aorte ascendante, qu'est-ce que toi tu recommandes comme traitement médical au stade de la surveillance? Bêta-bloquant, losartan, les deux. Oui. Bêta-bloquant, il y a antihypertenseur et losartan. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Okay. Et surveillance. Sachant que le losartan est recommandé, mais il n'y a pas, entre guillemets, d'analyse qui parle clairement, mais habituellement, c'est recommandé. Mais nous sommes d'accord, les études qui ont été faites avec le losartan n'ont pas été tellement convaincantes. Non, pas tellement convaincantes, mais on a l'habitude de le préconiser. Ok. Ben, je te remercie. On reviendra certainement vers toi après. On va descendre d'un étage et on va revenir vers notre ami le professeur Lecal pour pas mal de questions sur l'artériopathie des membres inférieurs. Alors, il y a pas mal de ces questions pour lesquelles vous avez apporté la réponse au fond. Il y a des questions qui portent sur l'angioplastie pour le sauvetage de membres. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Je crois que vous en avez donné de beaux exemples, quoi. Je crois que c'est devenu aujourd'hui quelque chose qu'on ne peut pas rater. Mais enfin, je vous laisse le soin d'aller plus loin, de recommencer, de redire. Oui, tout à fait. Dans le passé, on recevait énormément de patients dans le cadre d'un sauvetage de membres. Donc, ischémie critique, gangrène évolutive, artériopathie stade 3 avec des douleurs de décubitus. Et on se penchait uniquement sur la chirurgie. Or, la chirurgie, au niveau de l'étage aorto-iliaque, au niveau de l'étage fémoral superficiel, encore faut-il un bon lit d'aval, elle est possible. Mais on a été très limité dans les lésions extensives, en particulier chez les diabétiques, quand il y a des lésions multi-étages. Et la chirurgie, elle est pas toujours simple chez les patients. Il y a quand même de la morbidité. Pour vous donner un exemple, faire un pontage infra-inguinal distal chez un diabétique, c'est 7% de mortalité. Et beaucoup plus supérieur qu'une chirurgie aortique. Un patient qui n'est pas diabétique et qui est fumeur. Et donc, l'angioplastie, elle nous a permis quand même de s'atteler à traiter ces malades de manière mini-invasive. Soit faire le tout en endovasculaire quand on arrive à le faire, ou alors faire une chirurgie hybride, par exemple, un patient qui a une occlusion de la fémorale superficielle, il a une reprise au niveau de l'artère poplitée, mais il a des lésions distales. On peut tout à fait faire chez ce patient, au lieu de faire une chirurgie distale par un pontage séquentiel en allant sur la inférieure du genou, de la jambe, on peut parfaitement faire un pontage fémoropoplité, fonctionner ce pontage à la fin de l'intervention, opacifier, repérer les lésions distales et donc les traiter par angioplastie. Vous voyez, donc l'angioplastie soit complémentaire à des gestes de chirurgie, ou alors en traitant les lésions à 2 étages, 3 étages parfois, on arrive à faire le sauvetage de mort. Parce que il faut pas, les collègues, je devrais insister sur quelque chose de très important. Il y a une différence entre un patient qui a une artériopathie, qui a une claudication intermittente, chez lequel le traitement médical, la surveillance, le contrôle des facteurs de risque et l'incitation à l'exercice, et donc la marche, est la première option. Et les patients qui sont en ischémie critique, qui sont en situation de perte du pied. Chez ces patients-là, on est plus agressif et généralement, on va utiliser et l'endovasculaire et la chirurgie de manière complémentaire. Et de toutes les manières, quand on n'arrive pas à faire un geste par voie endovasculaire, on ne coupe pas les ponts avec une chirurgie. On peut toujours, en cas d'échec d'une procédure endovasculaire,
faire une chirurgie, mais encore faut-il qu'il y ait un lit artériel d'aval. Parce que ponter un malade, c'est avoir une artère donneuse et une artère receveuse, et un lit d'aval. C'est quand même quelque chose d'important. Oui, je rajouterais, moi, un point, c'est qu'il ne faut surtout pas perdre trop de temps devant une ischémie critique ou des troubles trophiques à prendre des rendez-vous pour des examens complémentaires, etc., etc. Comme vous l'avez souligné, ce n'est pas l'écho-doppleriste que je suis qui va cracher dans la soupe, mais c'est des patients qui doivent être mis sur la table d'artériographie assez rapidement dès qu'on pense qu'il faut sauver la jambe et ne pas perdre son temps avec trop d'examens complémentaires multipliés finalement pour rien. Alors, on a une question à laquelle vous avez aussi répondu, mais qu'on peut reprendre rapidement. Parce qu'elle est importante, quand est-ce qu'il faut revasculariser un patient qui a une claudication intermittente? Alors, là, encore une fois, un médecin, un praticien, un cardiologue en l'occurrence, qui a un malade, par exemple, qui a une occlusion de l'artère fémorale superficielle. Il y a un Doppler, il y a une occlusion de l'artère fémorale superficielle, patient fumeur, éclodique à 200 mètres, par exemple. Ça, c'est un patient qui on n'est pas obligé de le confier à un chirurgien vasculaire d'emblée. On va le traiter médicalement et on peut le surveiller à 3 mois, 6 mois, il n'y a aucun problème. Donc, et surtout, éviter de demander beaucoup d'angioscanner chez les patients. Alors, les patients qu'il faut revasculariser, c'est claudiquants, c'est les patients qui ont une claudication vraiment invalidante. Donc, sténose de l'artère fémorale superficielle, par exemple, avec une claudication vraiment très sévère. Des malades, on a intérêt à les dilater. Et encore, au niveau de l'artère fémorale superficielle, c'est pas la bonne artère. Par contre, les lésions proximales, là, il faut dilater. Hein. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est facile. Les procédures, elles ont un taux de réussite qui est quand même très important. Et la perméabilité à long terme, elle est très, très bonne au niveau des axes iliaques. Donc, on peut aller améliorer la fonctionnalité du patient sans lui faire courir trop de risques. Contre une sténose de l'artère fémorale superficielle, par exemple, chez un patient qui n'est pas très gêné, on peut toujours la surveiller parce que à ce niveau-là, les angioplasties, en particulier pour les lésions longues, c'est des angioplasties qui réussissent avec un taux de réussite qui est moins important qu'au niveau de l'étage proximal, mais surtout, le taux de perméabilité à long terme, il n'est pas très important. Vous voyez? Donc, on est bien d'accord. Je rajouterai une chose, mais juste un tout petit commentaire, c'est qu'il y a des patients qui, sur la fémorale superficielle, ont des lésions courtes et qui sont des patients qui n'ont pas de revascularisation spontanée importante et qui sont réellement handicapés. Ces patients, je crois qu'on peut leur proposer assez rapidement une angioplastie. Je vais plus loin avec une autre question, mais réponse relativement courte. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat des stents actifs sur les artères et des ballons actifs sur les artères périphériques avec la méta-analyse de Katsanos? Sur le périphérique, il faut dire qu'il n'y a pas des cohortes très importantes, ça d'une part. D'autre part, il y a la problématique éthique et médico-légale du produit. Maintenant, qu'est-ce que ça va apporter un stent, un ballon actif ou un stent actif dans le périphérique? Dans la pratique, on ne voit pas une utilité parce qu'une technique qui est nouvelle, ou alors un produit qui est nouveau, l'utilisation, elle doit être reproductible, ça c'est important. Il y a des problématiques de coût, et puis il faut que le résultat ou la différence soit visible et rapidement, parce que le logiciel de l'artériopathie périphérique n'est pas celui des coronaires. Parce que quand même, on travaille sur des artères de grande taille, fémorale superficielle, c'est du 6 mm, les iliaques primitives, c'est du 8 mm, 9 mm. Donc, pour le moment, en tout cas, nous, dans notre pratique, on ne voit pas
l'utilité de en particulier les ballons actifs. Le seul site où ça peut éventuellement dans un futur proche ou loin apporter un plus, c'est au niveau des artères de jambe. Parce qu'au niveau des artères de jambe, c'est des artères de 3 mm et on fait de longues recanalisations. Et quand on a, en général, après ces longues recanalisations, on a un bon résultat angiographique et il faut avoir le résultat clinique et la perméabilité. Donc, s'il y a des ballons actifs qui risquent de nous apporter une perméabilité meilleure que les ballons qu'on utilise actuellement, ça peut être une bonne idée. Ouais, le débat, mais on ne va pas le résoudre en discutant maintenant, c'était celui de la mortalité accrue avec les stents au papier 4 sels en périphérie. Mais enfin, c'est le débat qui est toujours en cours d'ailleurs à cet égard. On termine avec les membres inférieurs pour laisser de la place à toutes les questions portant sur la neuro. Saïd, tu me dis s'il faut qu'on s'arrête, s'il faut qu'on continue, si… Non, je crois qu'on a encore 15 minutes. Ah ben voilà, donc voilà, c'est parfait. La discussion, elle est passionnante. Hein. Je vais résumer les quelques questions qui portent sur le traitement antithrombotique dans l'artériopathie des membres inférieurs. Aspirine, clopidogrel, aspirine plus clopidogrel et quid du rivaroxaban après l'étude COMPASS. Là, globalement, les questions qui sont abordées. Alors, ce qu'on fait, c'est aspirine, c'est clair. Clopidogrel chez les patients qui ont un stent, donc quand on fait une dilatation, ou alors les patients qui ont une chirurgie de revascularisation distale. Après, les nouveaux anticoagulants, les antivitamines K et tout ça, c'est chez des patients qui ont une ischémie sévère ou alors les patients chez qui le risque de thrombose est accru. Par exemple, un patient qui a fait une thrombose d'un pontage, il a été repris, on fait un repontage et donc là, en général, c'est des patients chez qui on va être un peu plus agressif sur le traitement antithrombotique, que ce soit sur le nombre de médicaments qu'on va utiliser ou alors la durée. Mais encore, est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est prouvé? Bien sûr que non. D'ailleurs, la durée de la bithérapie pour l'artériopathie des membres inférieurs, on sait qu'il faut donner pendant 1 mois, mais pendant combien de temps, personne n'a de réponse, j'allais dire, prouvée et qui peut être généralisée. Je vais compléter peut-être un petit peu, parce que j'ai eu le topo à faire plusieurs fois. L'aspirine dans l'artériopathie des membres inférieurs, ça craint parce qu'il n'y a pas d'études qui ont montré un bénéfice. Toutes les études et méta-analyses qui ont été faites montrent qu'il n'y a pas de bénéfice. Le vrai problème, c'est que le clopidogrel apporte un bénéfice, mais c'est basé que sur une étude qui est Capri, et encore un sous-groupe de Capri. Quant à la double antiagrégation plaquettaire, on est tout à fait d'accord. Il n'y a pas grand-chose qui ait montré un bénéfice à la double agrégation plaquettaire. Il y a le sous-groupe des patients de charisma, mais c'est un sous-groupe encore, et l'étude ne s'est pas faite. Ce qui s'est planté, c'est le ticagrelor dans l'étude Euclide l'année dernière, ou il y a 2 ans, qui n'a pas montré de bénéfice. Et par contre, l'étude COMPASS, ça paraît très prometteur. Et nous, on ne l'a pas en France. On n'a pas l'autorisation de le prescrire, mais 2 fois 2,5 de rivaroxaban plus de l'aspirine chez ces patients avec une artériopathie, ça permet une amélioration du pronostic de jambe qui est considérable au prix d'un surrisque hémorragique. Donc, au prix d'un surrisque hémorragique. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui… je dirais, la seule étude dont nous disposons aujourd'hui qui montre un bénéfice. Nos autorités sanitaires n'ont pas jugé utile de nous accorder le droit de le prescrire en France. C'est acquis dans presque toute l'Europe. Voilà, ça c'était un point important. Alors, je crois qu'on peut quand même, et là je pense que vous l'avez souligné, je crois qu'on peut quand même
pensez à une double anti-agrégation plaquettaire chez les patients qui vont thromboser, retromboser leur stent, quand on ne peut pas mettre de procédure oui, stratégie compacte. Et à ce moment-là, laissez les patients sous double anti-agrégation plaquettaire, même si aujourd'hui, ce n'est pas tellement validé encore. Voilà. Merci beaucoup. On passe à la neuro. Alors là, il y a plein de choses, c'est très hétérogène. Je vais les prendre les unes derrière les autres. Ça va passer d'un neurone à l'autre, mais il y avait cette vieille émission de télévision que vous n'avez peut-être pas connue, La tête et les jambes. Là, on a fait les jambes et la tête, on va le faire. On va se le faire à l'envers. Alors, quelle est la durée optimale de la double anti-agrégation plaquettaire après un AVC ischémique du tronc cérébral? Alors, déjà, l'idée de mettre une double anti-agrégation plaquettaire, c'est vraiment des indications bien précises. C'est dans les AVC mineurs et dans les AIT à haut risque de récidive. Ça veut dire lorsqu'il y a un score ABCD au-delà de 4. Alors, dans les AVC du tronc, c'est surtout lorsqu'il y a des branches un petit peu du tronc basilaire, on peut mettre des anti-agrégants plaquettaires. Alors, sur l'étude de Chance, l'étude chinoise, et puis l'étude Point, qui est l'étude américaine-européenne, ils ont mis 21 jours. Donc, il semble que 21 jours est le bon compromis entre une réduction des risques de rechute d'ischémie à court terme et le surrisque hémorragique. Donc, 21 jours, arrêter un des antiagrégants et laisser une monothérapie par antiagrégant. Lequel? Le choix, c'est généralement au médecin, mais on a souvent tendance à mettre l'aspirine. Oui, je crois qu'en ce qui concerne le stroke, c'est l'aspirine qui reste. On n'a pas grand-chose avec le clopidogrel qui montrait un bénéfice, ça c'est sûr. Quels seraient les éléments cliniques et d'imagerie scanographique qui poussent à rechercher systématiquement une FA paroxystique face à un AVC? Oui, c'est une question intéressante. Alors, en général, les AVC d'origine cardio-embolique en général, et particulièrement les FA, ils font des AVC un petit peu très distaux, c'est-à-dire au niveau un peu cortical, à différencier des AVC profonds qui sont plus l'apanage de l'athérosclérose intracrânienne et des maladies des petites artères. Donc les FA, ça donne plus des choses un petit peu en distal. Souvent, c'est bilatéral, c'est à la fois circulation antérieure et postérieure. Donc, c'est finalement ce genre de pattern qui, si on commun toutes les sources cardio-emboliques, finalement, même les autres causes cardiaques, ça donne à peu près la même chose. Mais il n'y a pas de pattern spécifique pour dire cet AVC égale origine cardio-embolique, mais probablement privilégier les AVC lorsqu'ils sont bilatéraux, un peu antérieurs et postérieurs, très distaux, et aussi de la circulation postérieure, particulièrement de l'artère cérébrale postérieure. Il y a une étude récente qui a démontré ça. Curieusement, la circulation postérieure sur le système vertébro-bacillaire en distal, les artères cérébrales postérieures seraient un bon indicateur des AVC d'origine cardio-embolique. Ouais, je rajouterais un truc que vous avez souligné tout à l'heure, c'est l'oreillette gauche. Oui, tout à fait. C'est curieux, c'est pas dans le Schatzbach, hein? Oui, tout à fait. Et pourtant, la triopathie, c'est quelque chose d'important. Oui, c'est un concept, vous devez le connaître mieux que moi, que finalement, c'est un concept qui émerge. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce pool de patients où on ne savait pas trop quoi en faire, il est clair que chaque fois qu'il y a des maladies de l'oreillette qui étaient un petit peu retenues sur quelques critères échocardiographiques, biologiques, mais surtout échocardiographiques, il est clair que ce genre de patients, ils peuvent faire des thromboses in situ bien avant qu'il y ait de la FA, c'est-à-dire même ils sont en rythme sinusal, ils peuvent envoyer des emboles et que finalement, probablement la FA, c'est aussi un stade ultime de l'évolution de cette atriopathie. Et donc, voilà même l'étude récente qui est en cours et il a essayé de voir un petit peu l'apixaban dans ce profil de patient. Il semble que les analyses intermédiaires montrent que c'est efficace, c'est qu'il y a des sources d'embolie en rythme sinusal. Oui, c'est intéressant ça. Ça, c'est intéressant. J'ai deux questions sur AVC ischémique chez le cancéreux. Alors, l'une qui porte cancéreux en général, et l'autre cancer du sein sous hormonothérapie. Que faire?
Bon, alors, les AVC, bien, clairement, on sait que les cancers, ça augmente un petit peu le risque d'avoir des AVC par plusieurs mécanismes. Alors, il semble qu'il y a un pattern aussi assez particulier. C'est souvent des AVC de très petite taille, très distaux au niveau cortical, ce profil de patient. Et souvent sont classés ESUS, ça veut dire parce qu'on ne fait pas systématiquement la recherche d'un cancer sous-jacent en cas d'AVC, mais il faut probablement le faire chez des personnes chez qui on ne trouve aucune étiologie évidente, chez des AVC de très petite taille, très distale. Il est tout à fait logique de rechercher un cancer sous-jacent tout en sachant qu'il n'y a pas de recommandation par quels moyens. Est-ce qu'il faut faire par exemple un scanner TAP, un examen clinique, un PET scan? Il n'y a pas de recommandation par rapport à ça. Cancer du sein, ça augmente bien sûr le risque d'AVC. L'hormonothérapie peut augmenter aussi la coagulabilité sanguine. Et ce sont deux facteurs un petit peu qui augmentent ce risque d'ischémie. Mais là aussi, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de pattern. On va le voir, on va dire, il y a un cancer. Probablement, si on ne trouve aucune étiologie chez une personne âgée, des AVC très minimes, très distaux, corticaux, c'est le profil de patient à rechercher des terrains de cancer. Et on les traite comment? Pas de traitement particulier, anti-agrégation, on les classe ESUS et donc on traite par une monointégration plaquettaire. Ouais, ok. Alors, à propos de thrombolyse, on nous demande, on vous demande plutôt, quels sont les cas idéaux pour préconiser une thrombolyse, les conditions minimales pour le faire, et est-ce que en dehors du facteur temps, le facteur étendu de l'ischémie joue un rôle? Oui, certainement. Ah bon, c'est vrai, c'est un long chapitre, un petit peu la thrombolyse, mais je vais essayer de résumer quelques détails intéressants. La thrombolyse marche dans les 4h30, mais pas à tous les coups. On est tout à fait d'accord. Il y a une notion qui est très importante. C'est pas parce que c'est à 4h30 qu'il faut perdre du temps pour arriver à 4h. C'est que si on thrombolyse dans l'heure ou dans 1h30, on a un maximum de chances de reperméabiliser et un minimum de risque hémorragique. Ça veut dire chaque fois qu'on retarde un petit peu par rapport au temps, au sein de cette fenêtre de 4h30, on réduit l'efficacité au risque d'avoir de l'hémorragie. Alors, quels sont les candidats, on va dire le candidat idéal? C'est chaque fois qu'il y a un AVC dans cette fenêtre thérapeutique où on est venu tellement tôt au point qu'on ne trouve pas des signes d'ischémie constitués. Et pour cela, on a deux façons d'évaluer ça. Soit on l'évalue sur un scanner par un score qu'on appelle le score ASPECT. Très facile, c'est un nombre de points à calculer. Si on est au-dessous de 7, il ne faut pas thromboliser. Mais aussi, idéalement, sur une IRM, lorsqu'on a par exemple l'AVC est bien clair sur les séquences de diffusion, alors que la séquence flair reste normale. Parce qu'une fois la séquence flair, on a l'anomalie, ça sous-entend que l'ischémie est étendue, il y a un surrisque hémorragique inutile. Donc, voilà, un grand chapitre à discuter, mais dans l'idéal, chaque fois que c'est très précoce, par exemple à 1h, 1h30, vraiment, c'est la condition idéale d'aller thromboliser les patients, tout en sachant les limites d'une telle procédure lorsqu'il s'agit d'une occlusion d'un gros vaisseau. On ne peut pas reperméabiliser les vaisseaux de gros calibre, c'est seulement dans 20-30%. C'est pourquoi d'ailleurs l'intérêt de la thrombectomie mécanique dans ce genre de situation. Alors, il y en a encore plein qui arrivent. On ne va pas arriver au bout. Peut-être on reste jusqu'à 2h du matin. Saïd, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne me dérange pas, c'est un plaisir. Non, c'est pas jusqu'à 2h du matin. C'est vraiment un plaisir d'écouter nos orateurs qui nous ont vraiment régalé. Et voilà, donc si tu peux rajouter alors une dernière question. Je pense qu'on est déjà à 2h de talk. Si tu peux rajouter une question, une bonne question pour chaque orateur. Merci Serge. Allez, ça marche. Alors, tant que je vous tiens, monsieur Tami, est-ce que chez un patient qui arrive en FA avec un AVC ischémique, est-ce qu'on le met sous HVPM avant de le mettre sous AOD? Et si oui, combien de temps? Alors, c'était une attitude jusque-là
utilisé, mais de moins en moins utilisé le fait de mettre les patients sous HBPM IPU avant de les mettre sous AOD. Alors pourquoi? Parce que finalement, le risque un petit peu de mettre des anticoagulants chez les patients qui viennent de faire un AVC en FA, c'est le risque de transformation hémorragique. Et ce risque, il est aussi égal sous AOD que sous HBPM à dose IPU. Donc la tendance, c'est lorsque les AVC sont mineurs à modérés, on met directement un AOD à partir de J3, J5. La difficulté, c'est dans les AVC un petit peu majeurs où on n'est pas autorisé à mettre généralement des AOD avant 10 voire 14 jours. C'est une situation problématique où c'est très difficile à répondre et c'est vraiment au cas par cas. Mais une chose est sûre, c'est que mettre des HBPM avant de mettre un AOD, ça a été une attitude qui a été quelque part connue, mais de moins en moins utilisée parce que finalement, on court le même risque sans apporter. Alors, on peut se dire qu'ils ont une demi-vie courte. Au cas où c'est un problème, on peut antagoniser l'effet, mais possiblement dans les AVC majeurs. Dans les AVC mineurs, il faut avoir une tendance à mettre rapidement J3, J5, un AOD. 3-5 jours, on n'augmente pas vraiment le risque d'avoir une ischémie cérébrale qui va récidiver rapidement, en général. Jean-Pierre, t'as plus de micro. La colle biologique. Oui. Est-ce que ça a un intérêt pour toi dans ta stratégie thérapeutique? Si, ben on l'utilise comme j'ai essayé de le montrer dans la racine aortique, dans la reconstruction de la racine aortique. Donc, elles sont utilisées systématiquement, les colles biologiques, et elles apportent, entre guillemets, un service majeur. Et on a actuellement des colles qui sont de très, très bonne qualité. Et on voit beaucoup moins d'évolutivité du culot aortique conservé depuis environ 8 à 10 ans que ce qu'il en était auparavant, par rapport aux autres colles qu'on utilisait, en particulier la GRF. Donc l'évolution des colles a modifié le pronostic évolutif dans le cadre de la chirurgie conservatrice du culot aortique et de la valve aortique dans les dissections aiguës de l'aorte ascendante. Voilà. Les stents sur l'artère poplitée. Les stents sur l'artère poplitée. En général, on évite une belle lésion de l'artère poplitée qui est courte. Les impatients opérables, faire un pontage ou un petit remplacement in situ, assurer son intervention, assurer son coût, et puis c'est bon pour le patient. Mais un patient qui a des lésions longues, il y a beaucoup de comorbidités, donc il y a un grand risque opératoire. On y va, il n'y a pas de problème. On recanalise. On peut mettre un stent au niveau de l'artère poplitée. Et il y a de nouvelles générations de stents qui sont très adaptés, de plus en plus mieux adaptés. Et donc, ça ne pose aucun problème. Quand on est obligé de le faire, on le fait sans aucun problème. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je recommande là, quand on les surveille, de les surveiller en position normale, mais aussi en flexion. Bien vérifier qu'il n'y a pas de caractère sténosant et conseiller le malade. Et puis, je m'en réserve une dernière pour moi, Saïd, et ce sera la dernière question. Il y en a plusieurs sur cette question. Est-ce qu'il faut traiter par antiagrégant plaquettaire les artériopathies asymptomatiques? La littérature dit non. La littérature dit non, mais on ne peut pas regarder que la littérature. Et tout va dépendre de l'importance des lésions, du jugement clinique, des pressions, de l'index de pression systolique, puisqu'on est dans l'artériopathie des membres inférieurs, la nature des lésions que l'on peut avoir. Et je crois qu'on peut, chez des patients dits asymptomatiques, penser à l'antiagrégation plaquettaire, mais certainement pas chez des patients qui ont quelques plaques qui se baladent à droite ou à gauche et un index de pression systolique à 0,85. On a plusieurs études qui ont montré que ça n'apportait au fond pas de bénéfice. Statine, voilà. Statine. Alors, statine,
c'est certainement, ça fait crier beaucoup de monde, mais c'est certainement le traitement essentiel. Statine, avec, je le rappelle, on est sur du très haut risque, avec, selon les dernières recommandations, un LDL cholestérol inférieur à 0,55 g par litre. Statine à haute dose. Et on posait la question, d'ailleurs, il y avait une question pour le neurologue, mais je vais y répondre. Quelle statine faut-il utiliser? Après un AVC, Sparkle, c'était atorvastatine 80. On peut utiliser soit l'atorvastatine, soit la rosuvastatine. Il ne faut pas hésiter à associer de l'ézetimibe pour atteindre la cible. On a une place aussi quand on les aura, parce que là encore, on ne les a pas en France, pour les inhibiteurs de PCSK9 dans l'artériopathie des membres inférieurs à la suite de Fourier. Mais bien évidemment, il faut faire baisser drastiquement. C'est la part essentielle. J'ai vu passer Praxilène dans les questions. Alors là, faites des économies, ça ne sert à rien. Absolument. Voilà. Et je crois que c'est le moment de te laisser la parole, mon cher Saïd, sans avoir remercié encore une fois nos amis et sans avoir remercié l'AMCAR. Et je fais une grosse bise à tous nos amis de l'AMCAR de m'avoir invité là. Merci beaucoup, Serge. Merci pour ta brillante modération de cette session. On a vraiment une chance extraordinaire de t'avoir parmi nous. Tu es vraiment dans le sujet, un grand expert comme d'habitude. Encore une fois, un grand merci pour ta disponibilité et comme je le dis toujours, pour ta générosité surtout. Un grand merci. Voilà, je voudrais remercier Silk Hell, voilà, qui a montré une grande expérience pratique essentiellement au niveau du traitement des artériopathies des membres inférieurs. Ça, on l'a senti à travers tes cas cliniques et à travers ton exposé. C'est L'Othmani aussi une grande maîtrise du sujet. Bravo, hein. Bravo pour tout ce que tu nous as montré. Hein. Tu as répondu aux questions qu'on se pose tous les jours aux soins intensifs, en réanimation. Est-ce qu'il faut donner des antiagrégants, des anticoagulants, etc. Et tu l'as fait avec brio. Monsieur le professeur Jean-Pierre Villemot, un grand merci. Tu as mis à notre disposition, j'imagine, plus de 40 ans d'expérience et ça, on l'a senti à travers ton exposé. Une grande maîtrise du sujet, une grande maîtrise de tout ce qui intéresse la dissection de type A. Encore une fois, un grand merci. Et un grand merci aussi à Dr Skadi qui nous a pistonné un petit peu auprès de vous pour que vous acceptiez un petit peu cette invitation. Et j'espère qu'on vous reverra très prochainement, Inch'Allah. Voilà, donc je voudrais remercier les laboratoires Stéripharma de nous avoir permis de se réunir ce soir. Je voudrais rappeler 2 webinaires la semaine prochaine de taille qui sont extrêmement importants. Le premier par la Société marocaine de cardiologie qui vont décortiquer un petit peu la sténose aortique avec des orateurs vraiment de taille. Notre présidente, Aïcha Aouad qui va parler, le professeur Pibaro et le professeur Dania Moti. Et tout ça va être orchestré par nos chers Benzidia et Mouril qui vont modérer un petit peu cette session. Et 2 jours après, donc le 4 juin, le jeudi, c'est l'AMCAR, encore une fois, qui va présenter un webinaire très intéressant sur l'insuffisance cardiaque, pas comme vous y avez assisté dernièrement. On ne va pas parler du traitement, on ne va pas parler de choses que vous connaissez déjà. On va parler essentiellement du choc cardiogénique avec notre ami Adil Bensouda de Rabat, de la qualité de vie des patients en insuffisance cardiaque. Est-ce qu'on peut l'améliorer, cette qualité de vie, avec encore une fois Dania Moti. Et nous avons le privilège aussi d'inviter l'expert vraiment de la cardiopathie restrictive, Thibaut Damy de Paris, qui va nous parler un petit peu de cette entité. Et tout ça va être orchestré par notre ami Hassan Elmir qui va modérer un petit peu cette session. Voilà, j'ai tout dit. Encore une fois, un grand merci vraiment pour nos orateurs, surtout pour nos orateurs étrangers, où il est maintenant actuellement quoi? Il est 23h, il est presque… Il est presque minuit. Presque minuit. Franchement. Bon, voilà, rien à dire, juste un grand merci et à la prochaine. Au revoir. Merci à vous.